Il est là, comme à tous les vendredis. Il est comme un soleil dans ma vie. Parce que quand je le vois arriver... Mais oui, mais quand je te vois arriver, c'est vendredi d'abord. Oui. Puis c'est vers la fin de l'émission. Oui. Fait que là, je me dis, ma fin de semaine approche parce que Christian arrive. Oui, et ça nous change un petit peu des bonnes nouvelles que tu nous as livrées tantôt. Oui, c'est sûr. Entre Accurso et Vaillancourt, il y a Christian qui va nous parler de Encelade. Oui, Encelade, ce n'est pas la première fois qu'on en parle parce que c'est vrai, depuis 2 ou 3 ans, Encelade est devenu un peu le dada des astrophysiciens, en ce sens que Encelade, c'est une des lunes de Saturne. Et c'est une lune... Une des lunes de la planète Saturne. Oui, une des lunes de la planète Saturne. Et on sait qu'au cours des derniers mois, la sonde Cassini, qui a plongé en septembre dernier dans l'atmosphère de Saturne pour s'auto-détruire, si je puis dire, elle a fourni énormément d'informations sur le système de Saturne et de ses lunes. Et Encelade est devenu soudainement le numéro 1 des candidats possibles pour avoir de la vie. Il faut savoir qu'Encelade est entouré de glace et on avait déjà observé des espèces de geysers à travers la couche de glace d'Encelade. Donc, il y a des craques, des fissures qui se forment et il y a des geysers d'eau. Donc, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a un océan liquide en dessous de la glace d'Encelade. Et la sonde Cassini est passée dans l'un de ces geysers d'eau et a trouvé des molécules d'hydrogène qui devient un peu comme un essentiel pour qu'il y ait de la vie. Donc, au moment où on se parle, les astrophysiciens sont très, très, très optimistes de trouver des formes de vie dans l'océan d'Encelade. Et quand on parle de formes de vie, la fourchette est très grande. Ça peut être des poissons, ça peut être des bactéries, ça peut être également des animaux plus complexes. Et là arrive notre nouvelle du jour. Il y a un type qui s'appelle Yuri Milner, qui est un milliardaire soviétique, un milliardaire russe, qui est connu du milieu de l'astrophysique depuis 2016 à peu près, parce qu'en 2016, il s'est associé avec Stephen Hawking pour un projet qui s'appelle Breakthrough Listen. L'idée, c'est d'écouter des signaux radio extraterrestres. Yuri Milner dit, je vais investir 100 millions sur une échelle de 10 ans pour écouter l'espace. Mais Yuri Milner, visiblement... L'as-tu dépensé, son 100 millions? On en est à la 2e année. Donc, il en est à 20 millions d'investis dans ce projet-là. Bon. Et ce Yuri Milner, visiblement, veut être l'homme qui aura découvert les extraterrestres. Parce que la semaine dernière, il a annoncé, avec les données que l'on a sur Encelade, il a dit, écoutez, je vais mettre sur pied un programme avec des ingénieurs pour construire une sonde qui pourra aller sur Encelade, prendre des données, de nouvelles données pour essayer de trouver dans ces geysers d'eau peut-être des particules de vie, sinon peut-être même un système qui permettra de percer la glace d'Encelade et nous fournir des images de ces océans, de cet océan en dessous d'Encelade. Donc, c'est ça, mais quand tu parles de vie extraterrestre, ici, tu parles pas de petits bonhommes verts, là. Tu parles d'une vie qui pourrait être une vie bactérienne. Bactérienne, ça peut être des poissons, ça peut être des animaux plus complexes, mais bref, ce Yuri Milner veut être l'homme qui aura découvert les extraterrestres et il est prêt à mettre des sous pour le devenir. Mais t'allais dire, t'es sceptique ou quoi? Tu penses-tu que, parce que là, se rendre sur Encelade avec les technologies actuelles, c'est possible. Yuri Milner dit qu'un projet privé comme le sien, avec d'autres investisseurs, coûterait moins cher qu'un programme à grande échelle comme ceux que propose la NASA au cours des 10 ou 20 prochaines années. Pour aller sur Mars? Non, pour aller sur Encelade, parce que évidemment, ça fait partie des objectifs d'Encelade aussi. Donc, lui dit, je vais un peu damer le pion aux Américains de la NASA pour un moindre coût, pour envoyer une sonde sur Encelade, et ainsi son nom va passer à la postérité comme étant peut-être l'homme qui a découvert la première forme de vie extraterrestre. Donc, mais ça, tu me l'apprends. Les Américains aimeraient envoyer une sonde sur Encelade maintenant? Ça fait partie des projets de sonde planétaire, une exploration d'Encelade. Très bien, très bien. Bon, parlant des extraterrestres, quand on parle des extraterrestres, tu l'as mentionné tantôt, petits hommes verts. Oui. Là, je suis un peu dépassé. Oui, je vais pas te reprendre, Bernard, parce qu'ils sont gris. Je sais, ça fait des fois, tu me dis. Ça me rentre pas dans la tête. J'ai été élevé avec les petits hommes verts. Moi, j'ai de la misère à faire la transition vers les petits hommes gris. Ils sont gris. Et là, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que c'est un article publié dans le très respecté le journal international d'astrobiologie. Donc, tu vois, c'est un groupe de chercheurs qui se sont penchés sur la question. Ils ont publié un article scientifique pour dire, parce que c'est vrai que la science-fiction nous a habitués à des petits hommes verts, ou à tout le moins à des créatures extraterrestres qui, quelque part, nous ressemblent. 2 bras, 2 jambes, un tronc, une tête.
Ouais. Donc, souvent, ils ont des yeux étirés, ce genre de trucs-là, ou des yeux noirs, mais somme toute, ils nous ressemblent. Et jusqu'à présent, les exobiologistes, donc les gens qui étudient la possibilité de formes de vie sur d'autres planètes, disaient ça c'est douteux que d'autres formes de vie puissent nous ressembler. Donc les gens qui disaient avoir vu des extraterrestres, leurs témoignages étaient discrédités en partie par la communauté scientifique parce que leurs récits font référence souvent à des créatures humanoïdes. Alors, on vient de donner de l'eau au moulin à ces gens-là parce que là, il y a une équipe de chercheurs qui se sont penchés sur la question. Chercheurs de Oxford. Des chercheurs de Oxford, ils se sont penchés sur la question et arrivent à la conclusion que si une vie extraterrestre existe, elle a de fortes chances de nous ressembler non seulement sur la mécanique, donc elle devra avoir de l'ADN, elle devra être composée de carbone comme la nôtre, elle devra vivre dans une atmosphère assez semblable aux nôtres. Bien sûr, l'évolution de cette vie sera dépendante de son environnement, elle devra s'adapter à l'environnement selon l'évolution de Darwin, mais rien n'exclut que l'une des formes dans cette évolution passe par la forme humanoïde. Donc, il n'est pas interdit de croire que les extraterrestres, finalement, pourraient nous ressembler, bien sûr, pourraient nous ressembler sur le plan morphologique. Donc, c'est peut-être pas si fou que ça d'imaginer que des extraterrestres pourraient avoir 2 bras, 2 jambes et une tête. Et là, comme je te le mentionne, ce sont des chercheurs de l'Université d'Oxford qui viennent appuyer ça par un article publié dans un périodique scientifique. Tu l'as lu, l'article, toi? Oui, je l'ai même ici. Je te l'ai amené si ça te tente de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Darwin's Aliens. Voilà, Darwin's Aliens. Les aliens de Darwin. Voilà. Et ces gens-là, bien sûr, ils reconnaissent qu'ils ont une limite, et cette limite-là, c'est bien sûr les modèles disponibles. On ne connaît qu'un seul modèle où la vie s'est développée, et c'est le modèle terrestre. Donc, on doit obligatoirement partir de ce modèle-là pour extrapoler. Mais dans leur extrapolation, ils reconnaissent que les extraterrestres pourraient ressembler à des sortes de des pieuvres intergalactiques, mais n'excluent pas la possibilité que la forme humanoïde soit une forme qui soit un peu de base et qui puisse exister ailleurs, d'autres créatures. C'est très sérieux comme étude en passant, les auditeurs, là. C'est des professeurs du département de zoologie de l'Université d'Oxford. Oui. Et c'est publié aux presses de l'Université Cambridge. Oui, absolument. C'est pas du stock, là. Non, c'est vraiment un périodique scientifique. C'est vraiment un article scientifique soumis à l'évaluation des pairs. Oui. Et voilà. Donc, ça ajoute un peu à de l'eau au moulin à ceux qui croient qu'on est visité par des extraterrestres et que les extraterrestres ont une forme qui ressemble à s'y méprendre presque à la nôtre. Bon. Juste avant la pause, il nous reste quelques minutes pour parler. Ça, je trouve ça c'est moins jojo un peu, là, ce dont tu vas nous parler. Parce que là, ça remet en question un peu l'espoir que, même quand on est plus ou moins croyant, mettons agnostique, on doute, mais on espère qu'il y a quelque chose après la vie. Et que peut-on croire après l'espoir? Ben là, c'est parce que là, tu t'apprêtes à dégonfler la balloune. À nous dégonfler l'espoir pas mal. Oui, enfin, c'est ce que soutient un scientifique, un type qui s'appelle Sean Carroll. C'est un type qui est attaché à l'Institut de technologie de la Californie. Et lui, ce qu'il soutient dans cet article, là encore une fois, c'est un article scientifique. Il soutient que, parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines, rappelle-toi, que des scientifiques avaient dit il semblerait y avoir des cellules neurologiques qui perdurent plus longtemps après la mort. On pourrait donc être conscient de notre mort. Donc, la conscience pourrait survivre pendant un temps à la mort. Alors, ce chercheur arrive en disant, attention, survivre à la mort pendant quelques minutes, voire quelques heures, je veux bien, mais la conscience ne pourrait pas survivre en dehors du corps. La conscience est un mécanisme créé par le cerveau. C'est un échange neurochimique. C'est quelque chose qui se passe dans les neurones. Et en dehors de ce support, la conscience ne peut pas exister. Il faudrait redéfinir les lois de la physique et ça, c'est impossible. Donc, une information ne peut pas être stockée comme ça dans le vide. Si cette information-là, elle est stockée quelque part, il faut qu'elle soit stockée en suivant, bien sûr, des règles de la physique et ces règles de la physique, bien sûr, ne sont pas respectées. À moins qu'il y ait un Dieu. À moins qu'il y ait un Dieu avec sa propre, une force extra-physique, là, c'est sûr que métaphysique. Si tu fais... Oh, Bernard, si tu fais intervenir Dieu dans l'équation... Mais je le fais, bien sûr. Tout est possible. Ben oui, c'est sûr. Tout est possible. Mais là, évidemment, notre scientifique en question, lui, il fait simplement intervenir les lois de la physique. Oui, je sais. Cette conscience, si on applique les lois de la physique, ne peut pas subsister, ne peut pas survivre à la mort physique de l'individu. Non, mais c'est parce que
il y a des gens qui croient en Dieu. Oui. Il y en a qui nous écoutent qui croient en Dieu. Oui, ça remet pas en question ici la question de Dieu. Ben, c'est-à-dire, c'est parce qu'il dit, quand ton cerveau meurt, la conscience meurt avec. Ouais. OK? Bon. Mais là, c'est parce que si ton cerveau meurt, mais qu'il y a une autre force en dehors de toi, bien sûr, peut-être que cette autre force-là va te permettre de poursuivre autrement. autrement. Mais tu comprends que ce Sean Corral, bien sûr, a attaqué le problème de manière scientifique. Oui. Il a abordé la question comme le supposent, par exemple, les gens qui croient aux expériences de mort imminente. Donc, que après ton décès, il y a ta conscience survivrait et soit que tu pourrais te réincarner ou, bon, X ou Y, tu deviens un fantôme, mais peu importe, ta conscience survivrait à ta mort et donc tu aurais des visions, des souvenirs de cette mort-là et même des souvenirs au-delà de cette mort-là. Hein, le fameux voyage, le tunnel, bon, les contacts avec l'au-delà. Et ce Sean Corral dit, attention, si on croit à cela, sans faire intervenir une divinité quelconque, parce que lui, il va même plus loin dans son article, il soutient que cette croyance-là, elle découle de croyances religieuses. Ah ben oui. Et il dit, il faut faire attention, il faut qu'on apprenne à s'affranchir finalement de ces croyances mystiques et qu'on reconnaisse que finalement, on n'est rien d'autre que des animaux, on n'est rien d'autre que des mécaniques biologiques très complexes. OK, donc son assertion, sa conclusion repose sur la négation de l'existence de Dieu. Oui, absolument. Lui, il ne considère que nous sommes des êtres biologiques, même mécaniques biologiques. Et lorsque la lumière s'éteint, elle s'éteint, c'est tout. Même si c'est vrai que pendant quelques minutes ou quelques heures, des brides de conscience pourraient survivre à l'intérieur des échanges neurochimiques du cerveau. Ouais. Mais au-delà de ça, il n'y a rien. Bon. OK. Ben, c'est un scientifique qui parle. Et avec son explication, je dirais, matérialiste. Oui. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour la métaphysique ou la spiritualité dans son affaire. Oui, et visiblement, Sean Corral n'est pas très porté vers la métaphysique. Ça, c'est bien certain. Alors là, on va s'arrêter parce qu'on veut se garder une discussion pour le retour. Les chemtrails. Ouais. Là, tu vas encore m'apprendre quelque chose. Les traînées chimiques. Les traînées chimiques. Oui, donc... mais là, je veux pas que tu commences à m'expliquer. Non, mais c'est une des théories du complot les plus populaires, Bernard. C'est vrai? Oui, c'est vraiment une théorie du complot. Alors, vous, les auditeurs, qui en savez déjà beaucoup plus que moi, sans doute que vous savez ce que c'est, mais moi, je ne le sais pas. Alors, Christian va me l'expliquer au retour de la pause. Avec plaisir. De retour avec Christian Page, les mythes et complots et les chemtrails. Les chemtrails, en fait, c'est Comment tu les appelles? Les chemtrails. Les traînées de... Les traînées chimiques. En fait, c'est le mot valise qui est chemical trail. Ouais. En opposition au contrail, condensation trail. Donc, ces traînées blanches que l'on trouve derrière les avions. Donc, que l'on observe. Là, donc. Bien sûr. Et depuis une vingtaine d'années, dans les théories du complot, s'est développée une pensée que certaines de ces traînées de condensation, de ces contrails, seraient en fait des épandages chimiques faisant partie d'un programme clandestin des gouvernements ou du gouvernement principalement des États-Unis, dans le but, et là, il y a autant d'hypothèses qu'il y a de théoriciens du complot, on voudrait nous empoisonner, contrôler les climats, bref, tout ce que tu peux imaginer a été proposé. C'est nécessairement les Américains, ça pourrait pas être... C'est bien sûr les Américains, mais comme on voit de ces traînées chimiques, à en croire les théoriciens du complot, comme on en observe au Canada, en Angleterre, en France, partout dans le monde, il faut donc que ce programme clandestin ait des assises un peu partout dans les pays du monde. Donc, on voudrait rendre malade la population ou contrôler les climats. Donc, c'est la théorie des chemtrails. Et ce qui est assez surprenant, voilà qu'il y a un groupe de scientifiques qui ont, et pas n'importe où, une équipe de chercheurs de l'université Harvard, dirigée par un certain Dustin Tingley, qui se sont penchés sur ces théories des chemtrails et, de façon plus générale, sur les théories du complot. Et ils ont été surpris de constater que malgré le démenti, parce que depuis une vingtaine d'années, tu comprendras que tous les groupes environnementalistes, tous les scientifiques, tous les spécialistes de la physique de l'atmosphère ont dénoncé cette croyance comme une pure absurdité. Et malgré ces dénonciations, on constate que la croyance dans les chemtrails est en augmentation. Au moment où on se parle, il y a 10% de la population américaine qui croit dur comme fer que ce programme existe réellement. Et 30% de la population se dit que
on n'est pas sûr, mais ça ne semble pas impossible, voire improbable. Et ce que l'on constate par rapport à des chiffres de 2010, c'est que cette croyance, elle est en augmentation. Alors, tu comprendras que les chercheurs de l'Université Harvard essaient de se poser la question, pourquoi les théories du complot sont-elles si populaires? Pourquoi les gens adhèrent-elles à des trucs qui, de façon générale, sont dénoncés comme des absurdités? Et tu comprendras, bien sûr, que du bout des lèvres, on mentionne que le fait que le président Trump, bien sûr, dit que les grands médias d'information font des fake news, des fausses nouvelles, et que le président Trump lui-même soutient que le réchauffement de la planète, dont d'ailleurs on vient de publier une sorte on vient de tirer la sonnette d'alarme à travers tous les pays, que le réchauffement de la planète est un complot mené par l'Extrême-Orient, voire les Chinois. Alors tu comprendras que ça donne de l'eau au moulin aux adeptes des théories du complot, et il faut pas trop se surprendre que des trucs comme les chemtrails continuent d'augmenter. Et syncope, c'est encore Trump. Ouais, encore Trump. Partout. On le trouve partout. Christian Page, pour Mes tes complots, merci. Ça me fait plaisir. À vendredi prochain, puis tu as ton émission, évidemment, dimanche après-midi. Absolument. On continue parce que moi, je veux absolument parler